J'ai acheté mes premières cryptos, mais en fait, j'étais pas possesseur parce que je le faisais sur Revolut. Donc en fait, j'ai acheté pour les premières fois là-bas et je faisais des bêtises avec du XRP, des trucs comme ça. Mais j'étais pas possesseur, donc je Classique. compte pas vraiment. Ouais, voilà. Donc je compte pas vraiment ce moment-là comme mon vrai début. Bon, on est en plein bull market, mais moi, j'ai jamais vécu de bear market. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment on peut savoir si on est dedans ou pas. T'es un tout nouveau, toi. Ouais. Bah en fait, j'ai jamais vécu de cycle en fait. Donc je me dis, bah j'ai 150 000 balles en crypto, je les vois descendre petit à petit, 120 000, 100 000, 90 000, 70 000. Bizarre l'ambiance. Et là je me dis putain, 70 000. Au C'est pire, chiant, là. je mets tout en stable et Ouais. j'en vis en fait. Petit disclaimer, je vais être honnête du début à la fin. Quand on regarde au total les pannes majeures, il y en a pas tant que ça. Et en fait, il y a un truc qu'il faut regarder quand on va dans les détails, c'est qu'elles sont toutes différentes. Elles viennent tous d'une raison différente parce que c'est des choses qu'on n'a pas anticipées. Fire Dancer, là, ils vont sortir de leur bêta. Donc c'est un autre client validateur qui va permettre d'avoir beaucoup plus de transactions par seconde. C'est estimé à 1 million de transactions par seconde. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Kuga. Hello Kuga. Salut, merci de m'accueillir pour cet épisode-là. Bah écoute, ça fait extrêmement plaisir. Je vois que en ce moment Solana prend de plus en plus de place dans l'écosystème. En tout cas, fait de plus en plus parler de lui, parler d'elle. Je sais pas si on dit une blockchain, un Solana, bref, peu importe. Mais ouais, on entend de plus en plus parler de Solana. Je pense qu'on a pas mal de sujets intéressants à évoquer puisque toi-même tu travailles à la fondation Solana, donc ça va être l'occasion d'explorer plein de petits sujets et surtout de permettre aux personnes qui nous regardent de mieux comprendre ce qui se passe concrètement sur Solana avec la vision de quelqu'un qui travaille justement dans la fondation Solana et qui va être, pour le coup, t'es en contact directement avec les projets au quotidien, donc ça va être super cool. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça ferait extrêmement plaisir, ça soutient les interviews et aussi les invités d'une certaine manière. Et puis on va pouvoir commencer. Première petite question peut-être. Avant de commencer, j'ai l'habitude de demander s'il y a des personnes que tu as en tête que tu aimerais voir dans l'émission, dans le podcast, sur YouTube, sur ma chaîne. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui te tiennent à cœur, qui sont dans l'écosystème Solana ou en dehors de Solana ou peut-être dans l'écosystème NFT ou peu importe, des choses qui te tiennent à cœur et des personnes qui te semblent intéressantes à avoir sur la chaîne? Bah moi j'aime bien, je trouve qu'on met pas trop en valeur les artistes et leur vision, surtout les insights de comment ils vivent, parce qu'on a eu tu vois un bear market assez dur pour eux, surtout on n'a pas eu beaucoup de ventes et même des top artistes qui ont fait très peu de ventes récemment, donc ce serait peut-être intéressant de voir comment ils ont vécu ces derniers mois, ces dernières années et avoir leur ressenti dans leur quotidien. Je parle pas mal avec P-Boy, donc Pascal Boyard, mais voilà, il y a aussi pas mal d'artistes qui gardent un petit peu entre guillemets le mythe, qui veulent pas trop s'exprimer publiquement et tout, ce que je peux comprendre. Donc mais en tout cas, je garde ça en tête parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant. Beaucoup de gens oublient un peu les NFT, s'y intéressent moins, etc. Mais je pense que tôt ou tard, on aura un retour, un regain d'intérêt autour des NFT. Et je pense que peut-être des gens s'en mordront les doigts de pas avoir dig ou de peut-être avoir dit ok, c'est de la merde, j'y touche plus. Donc voilà. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux te présenter, Kuga? Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Qu'aimes-tu? Voilà. Qui es-tu en tant que personne et même voilà, professionnellement et personnellement? Bah moi j'ai une histoire un peu atypique, c'est un peu marrant. En quelques mots, à la base j'étais pas du tout dans le milieu de la tech ni rien du tout. À la base je venais d'être prof d'histoire géo. Et en fait, je voulais juste rendre le cours de mes élèves de géographie un peu plus intéressant, et je me suis dit, bah tiens, on va voir les pays émergents. Et au final, ça parlait de nouvelles technologies, de Web3, et je me suis plongé dedans et je trouvais ça passionnant de me dire, putain, une technologie qui n'existe pas encore, elle est déjà en train de rendre des pays plus intéressants. Et en fait, je suis tombé, au début, je suis arrivé sur OTH, j'ai fait mon premier free mint, qui m'a coûté $54 de gaz. Donc, et là, je me suis dit, bon, j'ai pas trop de thunes, je vais pas me permettre de faire ça. Et je suis arrivé pile sur Solana, j'ai découvert ça en juin, j'en ai acheté quelques-uns, et après en août j'ai fait mes premiers mints, et mon premier c'était un gecko, et je suis arrivé dans les NFT Solana le jour du mint de Rory, donc ça c'est marrant. Et après du coup j'ai vraiment kiffé la communauté et même l'expérience utilisateur de Solana avec le Phantom Wallet et tout, qui changeait vraiment beaucoup de MetaMask à l'époque, et en fait je suis resté dedans, j'ai vraiment aimé tout ce qui se construisait autour, même si au début c'était pas du tout mature, et pendant un moment j'ai fait beaucoup de choses un peu gratuitement. J'avais une émission des semaines tous les dimanches soirs sur Solana qui s'appelait Solana Session. Je faisais pas mal de choses avec les gens gratuitement, et je me suis fait taper par FTX où j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent, et là il fallait que je trouve un boulot. Ouais, voilà, je pense que voilà, on est beaucoup dans ce cas-là, et il fallait que je trouve un truc un peu plus stable, et en fait j'ai eu la chance par le bouche à oreille, juste parce que j'ai fait beaucoup de choses pour la commune un peu gratuitement, que mon nom est tombé
chez Solana Foundation, ils avaient besoin d'une personne pour un poste. C'était pas une open position, mais ils ont dit, bah, peut-être que Cougar rentre parfaitement là-dedans. Et en fait, depuis, bah, je suis dans l'équipe Grant, donc les subventions qu'on donne pour les projets chez Solana Foundation. Donc, pour présenter un petit peu ce que je fais en quelques mots sur cette position. En gros, c'est moi qui récupère les premières applications, enfin les demandes. C'est moi qui review tout ça et qui suis en contact avec les projets et les personnes dans la communauté. Donc, en vrai, c'est pas prétentieux de le dire, mais je pense que je suis une des personnes qui connaît le mieux l'écosystème en général et les gens en sachant parce que tout le monde passe par toi d'une certaine manière tôt ou tard. C'est ça, ouais. Et puis moi je m'intéresse beaucoup parce que quand il y a des demandes qui arrivent sur un projet, j'ai besoin de savoir si ce projet existe déjà, qu'est-ce qu'il a fait, quels sont les collabs, etc. Et donc même de moi-même je m'intéresse un peu à l'écosystème et pas mal de connaissances là-dessus. Du coup, juste avant, tu disais que t'étais arrivé par Ethereum d'une certaine manière dans l'écosystème crypto. Déjà, vers quelle année c'était? Est-ce qu'on parle quoi de 2020, 2021 dans ces eaux-là? Et comment, ouais, quel était le déclencheur de ok, je me mets à mint des NFT parce que voilà, enfin c'est pas forcément quelque chose d'évident. Il y a beaucoup de gens qui commencent par Bitcoin, tu vois. Il y a beaucoup de gens derrière qui, je sais pas, se disent ok, je vais investir dans les cryptos, ça a l'air sympa, et qui se disent pas direct je vais mint des NFT. Voilà, à quel moment c'était et comment ça s'est fait exactement, parce que je suppose que t'es arrivé dans cet écosystème et voilà, passer par les NFT, c'est pas le choix de la simplicité ni le choix le plus évident, quoi. Bah en fait c'est marrant parce que en vrai de vrai, j'ai pas forcément commencé en 2021, j'ai commencé en 2019 ou 2018 où j'ai acheté mes premières cryptos, mais en fait j'étais pas possesseur parce que je le faisais sur Revolut. Donc en fait, j'ai acheté pour les premières fois là-bas et je faisais des bêtises avec du XRP, des trucs comme ça, mais j'étais pas possesseur, donc je compte pas vraiment. Ouais, voilà, donc je compte pas vraiment ce moment-là comme mon vrai début. Moi, je compte vraiment mon vrai début où j'étais sérieusement en 2021, où en fait, bah, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses avec les NFT. Enfin, sur Solana, on pouvait déjà les stacker pour avoir des shitcoins, des trucs comme ça. Et je me dis, bah, tiens, je vais en acheter un, je vais acheter un gecko. À ce moment-là, j'avais un portefeuille où je me disais que je pouvais perdre cet argent de 600 euros. Donc à ce moment-là, c'est pas énorme quand le bull run il rapporte des millions. Mais je me dis bon bah je vais mint un gecko, c'est 300 euros et bah vas-y on va voir ce que ça fait. Sauf que je comprends pas vraiment en fait comment fonctionne une blockchain intérieurement. Tu vois, j'arrive pas à me dire dès que tu lances une transaction, si tu quittes la page, ça l'annule pas. Et donc j'en mint un, mais ça prend du temps. Et en fait, bah je dis vas-y, j'ouvre une autre page et je lance un deuxième. Je lance un deuxième, ça charge. Et je me dis, ah, c'est bon, ça a mint. Donc, je quitte la deuxième page. Et en fait, je vais dans mon wallet et je vois que j'en ai deux. Je me dis, bah attends, j'ai quitté la page. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça a trop bien marché pour Gecko. C'est-à-dire que directement sur le marché secondaire, on avait déjà du plus 50%, 150%, plus 200% dans les heures suivantes. Et en une nuit, je me fais 1500, 2000 balles, ce qui est énorme pour moi. Je viens de sortir d'études. Je gagne 1003 en tant que prof. C'est énorme pour moi. Et après, bah, je continue là-dedans. Bah, Solana Summer. Et à un moment, je mint les Solstead, les petites maisons ouais, je me souviens, qui ont rapporté des chiffres astronomiques à des gens. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai mis 3. Donc là, je fais vraiment une grosse somme d'argent et je me dis, bon, bah, je vais rester là-dedans et profiter un petit peu de cet écosystème. Mais non, le début est marrant. C'est vrai que si j'avais pas mine de gecko, ça aurait peut-être pas commencé comme ça. Et peut-être pour revenir sur tes études et ce que tu faisais, tu disais que t'étais prof et que t'étais aussi en études auparavant. À quel moment on se dit ok, bon, maintenant je vais travailler dans la blockchain, j'arrête d'être prof, parce que c'est quand même du tout au tout. Et je pense aussi peut-être que ta famille ou tes proches autour de toi n'ont pas nécessairement compris ce move, parce que on parle quand même d'une niche, tu vois. Parce que voilà, la blockchain d'une certaine manière c'est une niche pour le monde extérieur et même je pense pour le monde tout court. Et puis derrière, dans cette technologie qui est la blockchain, on va derrière plus se concentrer sur une blockchain, à savoir Solana. Donc c'est pas, c'est un truc très très précis, quoi. Donc comment tu gères justement ce moment où tu passes full time crypto et tu dois expliquer ça à tes proches et voilà. En fait, moi j'arrive à ce moment-là. Je suis prof, mais je suis en même temps à la fac parce qu'en fait c'est une année d'études où je vais à l'INSPE, en gros c'est l'école des profs, et en même temps je fais le truc de stagiaire, et en même temps je donne des cours particuliers. Moi je fais plein de trucs en même temps, mais c'est pour réussir mes études et je gagnais pas beaucoup d'argent, donc j'étais obligé de faire ça. Et arrive un moment où en fait, quand j'enchaîne tout ça, je fais des journées à plus de 15 heures, et je suis à deux doigts d'avoir des accidents de voiture quand je vais à la fac ou des trucs comme ça. Et là je me dis bon bah faut que je fasse un choix, et j'arrête petit à petit plein de trucs. Et j'arrête la fac, et un mois après,
je le dis à mes parents, mais que un mois après, quand je sais que j'ai beaucoup d'argent, j'ai 12 000 ou 15 000 euros. T'as secure the bag, quoi. En quelques semaines, je montre à mes parents que je fais autant, je veux juste leur montrer que je peux faire quelque chose. Et ensuite, juste après, pardon, je reviens où j'étais. J'arrête la fac, je le dis à mes parents, et ensuite je me dis vas-y, je vais me focus là-dessus. Je continue en même temps mes études. Je veux finir. J'arrête la fac, mais je continue un petit peu des trucs à côté, tout ce qui est prof particulier, etc. Et je me dis je dis à mes parents, laissez-moi 1 an. J'ai suffisamment d'argent pour tenir 1 an. Si j'y arrive pas, au pire, je reviens à la maison. Voilà, c'est ça. Mais et je leur dis j'ai un objectif financier, c'est 100 000 euros. 100 000 euros, ça va me permettre de tenir quelques années tranquillement. Et voilà. Et donc vas-y, je travaille. Enfin, je fais beaucoup de choses. J'essaie de trouver des moyens de faire de l'argent, etc., etc. Il y en a qui ont réussi à faire. En vrai, il y en a qui vont dire, c'est beaucoup 100 000 euros. Il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup parce qu'il y en a ils ont fait beaucoup plus. Surtout dans ce bull run. Ça dépend d'où tu pars. Hein. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Et moi, j'arrive à faire je fais 150 000 euros en 6 mois. Et là, je me dis c'est incroyable. Et à ce moment-là, 1er avril 2022, je m'en souviens. J'arrête tout. C'est-à-dire que vraiment tout. C'était avant le bear market. Voilà. C'était juste avant. C'était vraiment juste avant. Et le 1er avril. Et là, je passe en full-time Web3. J'essaie de développer les missions que j'avais. J'essaie de développer mes connexions avec les gens. Je fais beaucoup d'events. On s'est vu à pas mal d'events aussi. Donc, j'en fais vraiment beaucoup. À Breakpoint d'ailleurs. Exactement. Ouais, il y a eu Breakpoint, il y a NFT Paris, il y a NFT Biarritz. J'en ai fait vraiment beaucoup. Et dans le but de vraiment mieux me professionnaliser. Et après, je place une bille sur Solana parce qu'il y a un truc qui me fait dire que ça peut marcher. Mis à part beaucoup de soucis, certains dont on va revenir dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la blockchain des pauvres. Mais moi, j'ai une vision de géographe parce que j'ai un diplôme de géographe. Quand tu me dis que c'est un truc pour les pauvres, ça veut dire que c'est un truc qui a du potentiel. Parce que ça veut dire que les gens qui ont pas d'argent, comme moi au début, vont aller dessus et vont le tester. C'est-à-dire que ils sont plus nombreux que les riches. Voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire que si tu as besoin d'avoir beaucoup de gens sur un truc, autant que ce soit accessible à une majorité de gens, tu vois. Et donc je me dis, il y a un truc à jouer, il y a quasiment pas de fees. Pour donner une idée, j'ai dépensé 1,25€ en 1 an de fees. Et il y a des capacités, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à build sur le projet. Et je me dis je vais tester, je vais tenter. Et après la suite est arrivée avec Luna et après FTX, etc., etc. Donc tu t'es pris globalement ça de plein fouet, c'est aussi ça qui t'a mis dans une situation un peu difficile à un certain moment. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de honte à avoir des soucis avec Luna ou FTX. Moi-même j'ai perdu des fonds sur FTX, tu vois. Je pense que Luna, je pense que c'était peut-être un peu plus prévisible que FTX dans une certaine mesure, même si c'est jamais agréable à entendre, mais je pense que c'était un play qui était beaucoup plus dégène. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. D'une certaine manière que FTX, mais comment tu vis un petit peu ce passage en bear market, ces problèmes avec FTX, etc. Parce que on sait que c'est pas quelque chose nécessairement d'évident et c'est aussi quelque chose qui nous fait remettre en cause, je pense, nos convictions, parce que à ce moment-là, FTX qui tombe, on se regarde tous, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cet écosystème a encore de l'avenir? Personnellement, j'avais largement de la conviction que ça allait continuer. Et c'est aussi pour ça que sur les fonds qui me restaient et qui n'étaient pas investis, je les ai investis. Mais tu vois, même Solana a pris cher à ce moment-là. Comment toi, justement, tu te places par rapport à tout ça? Comment tu vis ce moment-là et qu'est-ce que tu te dis, quoi? En fait, j'ai vécu de 2 manières différentes. La première, Luna, j'étais bien niveau thune parce qu'en fait, j'avais rien investi sur Luna. Je pense que je devais avoir 1000 balles, mais c'est bon, 1000 balles, ils sont bloqués sur plus de 100 000, c'est pas très grave. Et je me dis, on est en plein bull market, mais moi, j'ai jamais vécu de bear market. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment on peut savoir si on est dedans ou pas. Donc, je me dis, je vois mes fonds. T'es un tout nouveau, toi. Comment? T'es un tout nouveau, toi. Ouais. En fait, j'ai jamais vécu de cycle, en fait. Donc, je me dis, j'ai 150 000 balles en crypto, je les vois descendre petit à petit, 120 000, 100 000, 90 000, 70 000. Et là, je me dis, putain, 70 000. C'est chiant, là. Je mets tout en stable. Et j'en vis en fait. Et je garde 20 000 pour
pour m'amuser à investir. Et on va voir. Comme ça, je peux tenir quelques années et essayer de trouver un truc plus stable ou développer ce que je veux développer. Je sais pas ce que je voulais faire à ce moment-là, mon émission. Et en fait, je fais que ça. Je fais que mon émission à ce moment-là. Et en fait, du coup, j'arrive avec 70 000 et je vis tranquille. Ma vie, je la vis sans me prendre de tête. J'investis par-ci par-là. Je fais des thunes. Je me fais des objectifs de faire des thunes pour montrer que je peux encore en faire, même en bear market. Ensuite, j'ai un bag à plus de 50 000 qui est bien, correct. Franchement, je peux tenir. Je me dis, vas-y, je veux tenir 4 ans. On repart en bull market. Je réinvestis, je repars et je fais ça tout le temps. C'est rare. Ouais. Je sais qu'au fond, ça va pas durer 20 ans. Donc, je me dis, peut-être je le fais ce cycle-là. Cycle prochain, je deviens plus sérieux et j'essaie d'investir dans quelque chose de plus sérieux, enfin, de plus stable, etc., etc. Et ensuite, il y a eu FTX qui est arrivé. Et ça, je pense que je m'en souviens très bien. Parce qu'on était à Breakpoint, on était super heureux, il y a eu un petit pic qui est monté. À chaque fois, Breakpoint, c'est les meilleurs événements, mais c'est en même temps les pires, parce que celui de 2021, c'était le top. Ouais. Et celui de 2022, c'était FTX. Voilà. Et voilà, par superstition, je ne suis pas allé au 2023. C'est peut-être pour ça que ça y a pas eu de soucis cette année. Peut-être c'est moi qui porte juste la poisse, en fait, mais. J'arrive, je me dis, moi, FTX, parce que je me dis que j'aime bien l'interface utilisateur, elle est beaucoup plus facile à utiliser que Binance à ce moment-là, donc j'utilise. J'ai des fonds sur les deux, mais Binance j'utilise pour vivre et FTX c'est là où j'ai mes fonds d'investi, je les pose parce que en fait moi j'ai une manie, c'est que quand c'est dans mon wallet à ce moment-là, j'aimais trop dépenser pour racheter des trucs et réinvestir. Donc je me dis laisse là-bas. Quand t'as des soldes qui traînent, forcément t'as envie d'acheter 2-3 NFT et puis au final voilà, c'est pas forcément les trucs qui s'apprécient le plus quoi. Donc on essaye d'éviter les conneries quoi. Et c'est exactement ça. Et à ce moment-là, on prend l'avion. Je pense on était tous au même moment. On est tous à l'aéroport. On voit les news. On se dit non, c'est pas possible. Le too big to fall, il est là. On prend l'avion. Il y en a, ils ont eu genre 6 heures d'avion. Et au moment où on atterrit, enfin, il y en a qui atterrissent et qui se disent on peut plus retirer nos fonds. Et moi, je pouvais plus retirer mes fonds. À ce moment-là, je me dis putain, j'ai 4000 balles sur mon compte que je peux utiliser pour vivre. Mais j'ai beaucoup d'NFT qui ont de la valeur. Donc je me dis vas-y, c'est cool. Sauf que je vois qu'au bout d'une semaine, je peux toujours pas retirer et que c'est vraiment la merde. Et là, je me dis ok, je vais vendre une partie de mes NFT. Donc je revends pour survivre jusqu'au mois de février-mars. Et je me dis en attendant, faut que je trouve un truc stable. Là, je prends la décision. Là, je fais plus la même chose que Luna. Je me dis pas, je vais vivre tranquille. Je me dis. T'as pas envie de te mettre dans la merde, quoi. Hein, ouais, exactement. Je me dis, il faut vraiment que je trouve un truc stable. Et là, j'envoie des messages. Mais je veux rester sur Solana parce qu'en fait. Là, les gens qui ne connaissent pas l'écosystème ou qui ne sont pas dedans, ils vont se dire, il est débile, il aurait dû partir, aller ailleurs. ETH, Bitcoin, il aurait dû investir ailleurs, il trouve un autre job alimentaire pour investir. Et en fait, moi, j'ai vraiment la conviction de me dire, parce que je vois en interne, pas en interne dans la fondation, mais en interne dans la commu, que beaucoup de gens veulent rester et beaucoup de gens veulent en faire quelque chose. Donc je me dis, je sais pas pourquoi je sens que on peut quand même tenter un truc. Et je me dis, je vais envoyer plein de mails à plein de boîtes sur Sol, donc des trucs comme Tensor, t'as dû entendre parler, Glow, des grosses boîtes qui au début sont pas trop connues à ce moment-là, mais quand même. Et j'ai pas de réponse, enfin j'ai des réponses, mais soit ça dit non, soit ça répond plus. Et même je me dis je vais me diversifier, j'aime bien le gaming, le Web3 gaming, donc j'envoie des mails de Web3 gaming à des jeux ETH et autre chose. Et là ça marche, mais pas tant que ça. Et puis arrive en février où je rejoins un projet 1-1 sur Sol qui me prend pour m'aider à survivre. Et qui derrière aussi me disent on a un poste pour toi à la fondation. Et là je rejoins Solana Fondation officiellement et j'ai plus besoin de survivre, j'ai besoin juste de travailler et de donner de la valeur à Solana et continuer dans ce que je fais. En fait pour moi là à ce moment-là je découvre ça. Au début je suis un peu c'est fou ce que t'as vécu quand même hein. Ça a été roller coaster quoi, c'était passé un petit peu par toutes les émotions et ça montre à quel point aussi la crypto, quoi qu'on en dise, c'est assez instable hein, parce que quand t'es bien financièrement ou que t'as du cash flow, c'est-à-dire tu fais un travail à côté et que t'as des revenus, je t'en fous, tu t'investis uniquement ce que tu t'es ok de perdre la plupart du temps. Et puis voilà, si tu te prends une perte, tu fais avec. Mais quand tu travailles dans cette industrie et que c'est ton gagne-pain aussi, parce que c'est aussi ton cas aujourd'hui. Moi-même, genre je suis dans cette industrie-là, je gère un média, je gère mes invests, je gère plein de trucs, donc forcément je suis aussi un petit peu dépendant de cette industrie. Tu te rends compte à quel point c'est volatile parce que t'as des faillites de partout et même au-delà des faillites, tu te rends compte qu'il y a une cyclicité qui est assez impressionnante et assez phénoménale dans le sens où t'as la majorité des VC qui investissent leur argent en bull market et avant ça il se passe pas grand chose et c'est qui réussira à survivre. On voit tout le monde tomber un par un et
on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter. Qui sera le dernier à survivre. Et donc le jeu, c'est juste de rester en vie. Mais c'est exactement donc, ça. Hein. Tu l'as très bien résumé. Hein. Le but, c'est de rester en vie pendant le bear market. Hein. Et on en a vu des gens qui ont dû arrêter des gros projets, même sur Sol, hein, même sur OTH. Et même des gens richissimes, des énormes fonds avec Free Arrow, etc. Donc, puis même FTX en soi. Donc voilà. Est-ce que, alors avant d'expliquer peut-être ce que c'est la Solana Foundation et la différence avec Solana Labs, etc. On a parlé de Solana. Est-ce que tu pourrais expliquer avec tes mots de manière assez simple qu'est-ce que c'est Solana et à quel point c'est différent de ce qui se fait dans le reste de l'écosystème? Je pense que tu as pu voir beaucoup de choses, donc peut-être que tu auras des mots plus avisés que les miens pour expliquer ce que c'est Solana. Bah en fait, tout simplement, Solana, de toute façon, c'est un layer 1, mais ça, la plupart le savent, je pense, des gens qui te suivent. Mais la différence avec les autres, c'est que les fees sont tellement ridicules. En fait, dans ma tête, j'arrive à... Bon, petit disclaimer aux gens qui nous regardent. Moi, je suis pas du tout un mec de la tech, donc j'explique avec mes mots. J'essaie d'avoir un petit peu cette posture d'éducation. Mais en fait, les transactions vont beaucoup plus vite que la plupart des autres blockchains et sont beaucoup moins coûteuses que le reste. Parce qu'en fait, si je peux expliquer avec des mots super simples, c'est comme si on vous dit vous courez vous faites une course, mais vous devez tous courir les uns derrière les autres. Ça, c'est les blockchains comme ETH, etc. où en fait, vous devez attendre que celui de devant, il doit continuer à aller plus vite. Et s'il y en a un qui ralentit, ça ralentit le reste. Donc c'est pour ça qu'aussi on parlera peut-être près des priority fees qui sont aussi de plus en plus intéressantes sur Sol. Sauf que sur Solana, nous, on court sur une piste où en fait, chacun a sa ligne, quoi. Son couloir. Exactement. Chacun a son couloir. Et donc, c'est-à-dire que même s'il y en a un qui est ralenti, vous pouvez courir à côté et aller plus vite que l'autre et du coup, utiliser la blockchain, différemment que les autres. Et, ce qui est super intéressant, et moi, je trouve que c'est ça qui fait le charme de Solana, parce que c'est ça qui m'a attiré quand je suis arrivé, c'est que les builders dessus font très, très attention à l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur des users. Parce qu'en fait, c'est trop agréable. Et la première chose que je vois quand il y a des gens qui viennent de TH, c'est qu'ils disent « Incroyable, Phantom Wallet, c'est à des années-lumière de MetaMask. » Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui fait gagner du coup de la valeur. C'est ce que j'avais kiffé moi aussi quand je suis arrivé sur Solana. C'est ça le truc, c'est que tout le monde copie du coup cette UIX plutôt cool. Et du coup, c'est vraiment une blockchain. J'essaie d'expliquer avec mes mots, mais vraiment très peu coûteuse. De toute façon, vous pouvez aller faire des tests. Hein. Moi, j'ai dépensé 1 euro et quelques sur 1 an et quelques d'utilisation de blockchain, ce qui est insane. J'ai plus de 14 000 transactions. Je veux même pas compter moi sur Ethereum. Hein. Sur Ethereum, je dois être j'ai fait. Ça m'étonnerait pas que je sois au moins à 5 ou 10 Ethers de frais, tu vois. Donc. Et ça, t'as pas envie de le savoir, tu vois. Voilà, j'ai pas envie de vérifier, mais je pense que je suis à plusieurs Ethers de frais, ça c'est sûr. Et tu te dis, mais putain, mais cet argent, j'aurais pu tellement le mettre autre part, parce que c'est comme les frais que tu payes sur les exchanges, en fait, vu que c'est à chaque fois des petits montants ou des petits frais, tu te dis ça va. Mais en fait, à la longue, tu te rends compte que ça fait une différence qui est absolument énorme, en fait. Et d'autant plus que en bull market, tu te rends compte que en fait ces frais qui te semblaient petits et qui s'additionnaient, ça devient des gros frais qui s'additionnent. C'est ça. Et là par exemple, on a eu une congestion de Ethereum récemment. J'ai juste voulu faire un swap, j'ai dû payer 35 balles de frais, tu vois. Je me dis dans quel monde on vit. Donc après évidemment, on paye la sécurité du Layer 1, on paye la sécurité d'Ethereum, on paye d'une certaine manière cet écosystème. Mais c'est assez intéressant de voir que malgré ça, il y a d'autres chaînes qui existent et j'ai l'impression que en ce moment beaucoup de personnes voient de l'intérêt dans Solana parce que on a l'impression, je pense, c'est peut-être un take de mon côté et c'est peut-être pas objectif, mais on a l'impression que oui, on a des layer 1 qui commencent à avoir des layer 2 pour entre guillemets virer le problème de la scalabilité et donc d'aider justement les utilisateurs à pouvoir avoir un service qui fonctionne toujours aussi bien sans payer trop de frais et que ça reste fluide avec les layers 2. Mais on voit que même sur les layers 2, dès qu'il y a beaucoup d'activités, ça commence à être assez compliqué. Et donc on parle de layer 3 et on voit qu'on empile un petit peu les problèmes. Alors je suis pas un expert non plus sur le sujet, mais c'est un peu la sensation que j'ai. Et j'ai l'impression que beaucoup se disent que peut-être que justement Solana aurait cette carte à jouer. D'autant plus que on a vu maintenant que FTX n'est plus là. C'est-à-dire que FTX a participé énormément au financement de Solana, je pense de manière positive, mais c'était un petit peu une emprise que beaucoup n'aimaient pas. Ouais.
et que maintenant, justement, cet argument de oui, mais de toute façon, c'est une VC chain, etc., peu importe, bah, il disparaît pas totalement, mais, enfin, parce que dans tous les cas, pour financer des innovations technologiques, en général, il faut aussi des VC, ou en tout cas, souvent, ils aident et ils accélèrent cette croissance-là, mais on a l'impression que cette partie-là disparaît, ou en tout cas, s'atténue de plus en plus. Toi, comment est-ce que tu le perçois? Comment, les choses ont tendance à évoluer? Comment tu vois justement cette narrative autour de Solana se construire pour ce cycle-là, par exemple? En fait, moi j'ai une take, j'ai pas mal de petites hot takes qui au final je trouve en fait quand Vas-y, régale-toi. quand j'en parle pas, j'ai l'impression d'être le seul à penser ça, mais en fait quand j'en parle, quand je vais à des events et quand j'en parle avec des gens, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi et en fait enfin beaucoup les personnes à qui je parle, donc, il n'y en a pas 50 000 mais en fait, j'ai l'impression que ce qui s'est passé entre Bitcoin et Ethereum et Solana, en fait, j'ai l'impression que c'est juste des générations. Tu vois, il y a la génération Bitcoin qui dit Ethereum c'est nul, et ensuite Ethereum qui dit Solana c'est nul, et peut-être qu'après Solana dirait bah un autre truc c'est nul. Mais moi j'ai toujours eu ce truc, et même je l'utilise dans ma vie de tous les jours, c'est que c'est de ne jamais cracher sur les générations suivantes. Tu sais, quand on dit ah les gamins ils font que de jouer aux jeux vidéo, ils sont tout le temps sur TikTok. C'est en fait moi je me suis toujours dit si jamais il y a un truc comme ça, j'ai pas envie d'être dans la catégorie des vieux en me disant la nouvelle génération. Ou de se fermer au point de ne pas essayer, quoi. Voilà. En fait, moi j'ai l'impression que quand on se dit ça, c'est qu'on se bloque à l'évolution, tu vois. Et en fait, bah du coup moi je me pose toujours la question de pourquoi les gens l'utilisent et pourquoi ça fait autant un phénomène. Et il y a beaucoup de gens qui se ferment à ça et qui se disent bah non, moi j'ai fait mes thunes sur Ethereum, ça me convient, j'ai pas besoin de plus. Voilà, Solana ils veulent faire leur truc, mais ils puent la merde. En gros, c'est un peu ça. Et ils vont chercher des arguments pour dire ça. Et je suis d'accord que on n'est pas parfait, ETH n'est pas parfait, Bitcoin n'est pas parfait. Et en fait, l'intégralité du marché de crypto, il n'est pas du tout parfait. On est tous en train d'évoluer, on est tous en train de se chercher. Si on était parfait, on serait utilisé par toutes les grosses corpos. On est en train de se faire utiliser petit à petit par les corpos. De toute façon, on verra, il y a Visa, il y a Shopify, il y a plein d'autres trucs on pourra en parler. Mais on voit qu'ils viennent à tâtons parce qu'ils se disent il y a peut-être des trucs qui sont pas bons. On va attendre que ça se perfectionne pour en parler ou pour arriver dessus. Je suis d'accord, j'ai l'impression que beaucoup de gens tu vois, enfin, typiquement, tu vois, sur la DeFi, on a des soucis régulièrement, que ce soit des exploits, des hacks, des bridges qui pètent de partout. Enfin bref, on peut avoir différents soucis, je sais pas, des soucis avec des oracles, etc. Et oui, c'est grave. Et oui, justement, le fait que ça arrive, ça doit nous empêcher, ou en tout cas, ça doit nous aider à empêcher que ça se reproduise. Mais il faut pas oublier que c'est un écosystème qui est encore tout jeune et que on expérimente beaucoup dessus. Donc c'est aussi en fait, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on fait des erreurs, et c'est encore assez petit, mais le but, c'est que justement, on fasse ces erreurs à ce stade-là, pour que ça ne soit pas fatal à l'avenir, et que justement, on puisse arriver à faire progresser, en fait, la DeFi, en réalité. Donc après, si on fait toujours les mêmes erreurs et qu'on progresse pas, et qu'au prochain cycle, on a toujours autant de problèmes, bon, ce sera encore une autre question, mais je pense que voilà, c'est aussi normal que sur la DeFi, il y ait des soucis. Je pense que beaucoup de builders essayent de le faire de la manière la plus intègre possible et d'éviter justement ces problèmes-là, parce qu'au final, ça fait chier tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est aussi ce qu'on voit sur Solana. On voit que Solana aussi a expérimenté, et je pense que Solana a une approche que très peu d'autres personnes dans l'écosystème ont eu. Donc après, on verra évidemment comment ça se dessine, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit autour de Solana. Et pour rebondir sur ça, auparavant, on expliquait que tu étais à la fondation Solana, mais j'ai vu qu'il y avait aussi le Solana Labs. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux et surtout le rôle des deux dans l'écosystème Solana? En fait, c'est marrant parce que en fait, c'est en deux mots. Genre, Solana Labs, c'est tout ce qui est le côté tech. Donc c'est en fait, c'est comme je t'avais expliqué, Anatoly et Raj, eux, ils viennent de Solana Labs. Donc en fait, ils ont, on va dire, quasiment aucun rapport avec moi. Parce que moi, je suis à la fondation. Et en fait, Solana Labs, c'est vraiment la tech. C'est-à-dire que c'est eux qui vont s'occuper d'implémenter le token 22 ou le super token, les priority fees, le gal fee market, tout ce qui est vraiment axé sur la tech et l'améliorer. Et ils s'en fichent, non, ils s'en fichent de la communauté. Donc, en gros, Solana Fondation, eux, c'est l'opposé. C'est-à-dire que eux, ils sont vraiment axés sur la communauté, l'évolution, comment rendre attractive la blockchain et comment en faire un vrai business, tu vois. Parce qu'au final, une blockchain, quand tu as une fondation, c'est un business. Le but, c'est de rentrer de l'argent pour rendre ça sustainable et en faire quelque chose. Donc, Solana Labs, moi, j'en connais très peu des gens qui bossent là-bas parce qu'en fait, c'est vraiment beaucoup que des techs qui sont dans l'ombre en train de faire leur travail de développeur. Et par contre, à Solana Fondation, on a beaucoup de grosses figures qui sont
qui sont publics sur les réseaux, parce que leur but c'est de comprendre ce que veut la communauté, vers où on se dirige, et d'être en lien avec les projets. Donc nous à la fondation, notre but c'est vraiment de pousser la communauté vers l'avant et être un peu le représentant public au niveau des corpos et dans le monde entier, quoi. C'est pour ça que Solana Labs, on en a pas beaucoup parlé. Et il y a beaucoup de gens qui reprochent d'une certaine manière la centralisation à Solana, en tout cas la centralisation du réseau à Solana. Est-ce que ça s'explique parce que les founders ont encore énormément de poids? À quel point ils peuvent avoir absolument le dernier mot coûte que coûte, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de changer et on est en train d'avoir de plus en plus de décentralisation? Ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que la fondation est un peu l'organe vivant et vital de Solana qui est en soi décentralisé et qui derrière va avoir peut-être des prestataires techniques comme Solana Labs, ou est-ce que c'est encore Solana Labs qui a le mot final sur à peu près toutes les décisions techniques, et il y a personne qui peut se greffer et essayer d'apporter des choses techniques sur le Layer 1 lui-même? En fait, la Labs et Fondation, ça fonctionne en commun, parce que t'as Labs qui va avoir un sujet technique et qui va demander à Fondation un petit peu comment ça se passe. Enfin, genre, ils vont discuter entre eux. Et c'est pareil de l'autre côté, quand il y a une décision un peu plus communautaire sur Fondation, ça va en parler. En fait, les grosses décisions, ça se prend vraiment ensemble. C'est vraiment deux grosses équipes, si on peut parler. Okay. Et après, voilà, on a les grandes personnes qui sont en haut de parler de ça et de prendre des grosses décisions. Mais ouais, on va dire, c'est un peu deux grosses équipes qui fonctionnent main dans la main, tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises sans que, genre, par exemple, Anatoly puisse avoir son mot à dire? Parce que on voit que, voilà, Vitalik, typiquement, il est assez impliqué avec Ethereum, et on sent qu'il essaye de se mettre de plus en plus en retrait. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois, par exemple, avec Anatoly? Ou est-ce que ça reste quand même un peu le chef, le boss, et parfois, même peu importe les arguments qu'on puisse entendre, c'est quand même lui qui décide? Enfin, tu vois, comment les décisions sont prises, et à quel point pour toi, Anatoly a un poids justement dans ces décisions-là, dans l'écosystème? En fait, moi, ce que je vais dire, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment en mon nom, je parle en mon nom. En fait, Anatoly, moi, j'ai juste l'impression que c'est un développeur, un tech qui est passionné de fou et qui dit un petit peu ce qu'il rêve de faire, et qui a des idées de fou, parce que la plupart des choses sont vraiment incroyables. Et derrière, en fait, il y a juste des gens qui essaient de mettre ça à terre et mettre ça dans un contexte où c'est possible de le faire et de développer ça vers la bonne direction. C'est un peu ma vision de la chose. C'est la source d'inspiration de Solana, d'une certaine manière. Ouais, au niveau de la tech. Mais en fait, le truc, c'est que malheureusement, d'un côté, c'est que on a beaucoup de gens à Labs qui sont un petit peu dans l'ombre et qui font des trucs trop bien. Par exemple, je peux citer un Français qui s'appelle John, qui s'occupe de la tech et qui est venu sur scène à Breakpoint de cette année et qui a parlé du token 22 avec ses nouvelles updates, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable, tu vois, genre, c'est ouf ce qu'on peut faire maintenant avec. Il y a plein de nouvelles plein de nouveaux apports sur ce token, et pourtant derrière les gens vont pas le connaître, et on va donner ça sur Solana Labs. C'est quoi exactement? Est-ce que tu peux peut-être expliquer en 2-3 mots ce que c'est? Par exemple, une des nouveautés qu'il y a sur le token 22, par exemple, si tu veux mint un token, imaginons tu veux mint du sol, au lieu de le mint, et si tu veux mint du sol et l'envoyer sur un wallet, au lieu de le mint directement dans ton wallet et ensuite que ça fasse une deuxième transaction pour que ça s'envoie, aujourd'hui tu peux, enfin pas aujourd'hui, mais dès que ce sera disponible, tu peux mint et l'envoyer directement. C'est-à-dire que tu fais une transaction, tu veux dire? Ouais, en fait tu fais tout dans ton wallet, mais t'as pas du tout eu accès au sol. Ils ont pas du tout traversé ton wallet, en fait. Tu vois, c'est une des nouveautés qui par exemple peut être cool. Si demain, je prends un exemple parce que c'est un exemple qui m'intéresse de fou, mais par exemple, si demain on fonctionne avec l'euro digital et c'est un token 22, demain dans tes fiches de paye, peut-être que les 200 € que tu dois pour la retraite, ils vont directement se mint et s'envoyer instant sans passer par ton wallet. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Ce que je veux dire, c'est que genre au moment où il y aurait genre au moment où par exemple ton employeur te paierait, genre genre en mode ce serait directement envoyé à toi, et automatiquement il y aurait une sorte de commission qui serait prise en fait, dans une transaction, tu peux l'envoyer à plusieurs personnes d'un coup. OK. Ça se fait automatiquement en une seule transaction, et ça ne traverse pas ton wallet. C'est-à-dire que quand tu lis les TX, tu peux voir que ça n'a pas du tout été dans ton wallet. OK. Donc, tu vois, faut que je digue parce que techniquement j'ai du mal encore à concevoir comment ça se passe.
mais de toute façon, je regarderai. Est-ce que tu peux peut-être davantage expliquer les grants? Alors, globalement, comment ça se passe? Quel est le processus? D'où viennent les fonds? Quelle quantité de fonds vous avez à donner en termes de grants? Et qui est-ce que ça concerne? Quel type de projet ça concerne? Alors, on a des budgets pour chaque type de grant parce qu'en fait, on a différents sujets. On a du gaming, de la DeFi, de l'infra, de la DAO, de l'art, des paiements. En fait, on a vraiment plein de topics, même mobile. Et en fait, pour la question d'où vient l'argent, ça, je me suis jamais intéressé. En fait, je me suis jamais posé la question, sans mentir, hein, vraiment. C'est même pas, je veux pas le dire, c'est que je sais pas du tout d'où ça vient. Mais de toute manière, on a des rentrées d'argent, enfin, comme n'importe quel business. Et en fait. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a 3 étapes. En gros, il y a la première, c'est moi, où les gens qui font une demande, ils viennent et ils remplissent un document, et moi je review tout ça. En fait, je regarde à travers, en sachant, comme j'ai dit, qu'est-ce qui se passe déjà sur le marché. Est-ce que le projet est intéressant? Est-ce qu'il est novateur? Est-ce que la personne qui fait ça a déjà du track record sur le sujet? Est-ce qu'elle vient de Solana? Et en fait, moi je review tout ça, et parfois quand c'est vraiment quand je sens que ça peut être intéressant, mais que je sens qu'il y a quelque chose qui est pas cool, je vais même jusqu'au LinkedIn de la personne, je vais vraiment très loin, et parfois même je fais des calls avec les gens pour leur demander. Et ensuite derrière, si j'approuve ça, j'envoie ce document à l'équipe. On a des SMI, donc des subject matter experts, donc des experts par topic. Et par exemple, si c'est un truc sur un jeu vidéo, je l'envoie à l'expert du jeu vidéo, et c'est cette personne qui, elle, va dire OK, on le veut, ou on en a besoin, et derrière qui va dire oui, on donne l'argent. Donc moi, je dis pas du tout oui ou non. Moi, j'essaie juste. C'est le premier rempart dans le Exactement. processus de vérification avant de donner le grant d'une certaine manière. C'est ça. Je suis le premier à dire OK, ça peut être intéressant. Et ensuite derrière, les experts vont dire oui, on veut, et oui, on donne. Et moi, c'est ce que je fais. Je fais un gros disclaimer parce que j'aide beaucoup de gens à faire la meilleure application possible. Je leur dis, moi, je vais vous aider. Par contre, c'est pas moi qui dis oui ou non à la fin. C'est soumission de la pour soumission, obtenir un grant. Ouais, c'est ça. Le dossier que vous envoyez, moi j'essaie de le faire au mieux. En fait, surtout si c'est un projet qui est intéressant. Et ensuite derrière, nous on a une phrase qui est super importante, c'est que on dit le right funding at the right moment. C'est-à-dire que parfois on peut dire non, mais ça veut pas dire qu'on veut pas ou que le projet est nul. Ça veut juste dire que c'est pas le moment. Parce qu'en ce moment, on est vraiment focus sur le growth, donc avoir des projets qui permettent d'améliorer la blockchain et de permettre de faire de plus en plus de choses au niveau de la blockchain et ramener des gens pour qu'ils comprennent tout ça. Des réelles innovations, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et aussi, on est focus sur 2 grosses choses. Le premier et le plus important, c'est que ce soit un public good. Ça, c'est un terme que les gens peuvent comprendre, mais n'arrivent pas à vraiment cerner ce que c'est. Et être c'est un bien commun, quoi. Exactement. Ouais. En fait, c'est juste permettre aux gens le projet doit être utile aux autres, mais ça peut être aussi bien être du côté développeur que du côté communauté, tu vois. Et deuxième truc, c'est que on essaye au maximum, genre c'est très rare qu'on prenne des non open source, mais on essaie vraiment d'être au maximum. Je pense à 9 projets sur 10 sont open source quand on grant. En fait, le but c'est vraiment que ce soit un public good, donc que ça aide vraiment la commu. Voilà, en gros. À quel point tu reçois beaucoup de demandes combien t'en refuses en termes de pourcentage, tu vois, est-ce qu'il y a peut-être des red flags, qu'est-ce qui fait que tu peux dire non par exemple à une demande. Donc juste quelle est la quantité et quels sont souvent les motifs de refus ou les faits qui font que en fait tu refuses justement dans cette première demande cette demande de grant passe à l'étape suivante. Je dis ça parce que je suppose qu'il y a peut-être des gens qui build et qui nous regardent et qui pourront peut-être avoir un feedback de quelqu'un qui regarde les demandes de grant, etc. Peu importe l'écosystème, et donc qui pourront davantage comprendre ce qui fait sens, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, est-ce qu'ils ont une chance ou pas du tout d'avoir un grant, tu vois. Ouais, alors juste en mini intro avant de parler de ça, nous par exemple on est très différent des autres blockchains, on n'a pas du tout d'incentive, et ça tu vois par exemple c'est quelque chose qui a été dit par Anatoly, qui a dit nous on veut pas d'incentive parce qu'il y a des gens qui vont venir farmer les incentives pendant le bull run. Donc nous on va faire en sorte que les gens n'ont pas d'incentive, et on a très peu de RFP. Donc de RFP, c'est un peu les recherches dont nous on a besoin, en fait, des projets dont nous on a besoin, et on en a très peu, et souvent c'est au niveau tech. Et voilà, donc le petit disclaimer, on n'a pas du tout ça par rapport à d'autres blockchains, donc on donne pas 30 000 € pour que vous veniez build sur notre blockchain. Par contre, quand vous avez besoin de faire une demande, moi, ce que je suggère aux gens, c'est de venir me parler en DM. Comme ça, la première chose à faire,
c'est de regarder un petit peu l'application. Moi, je leur permets de leur dire, bah, ok, il y a ça qui est pas bon, il y a ça qui est pas du tout bon, il y a ça qui est très bon, et de faire des focus sur des choses, parce que la plupart du temps, quand je refuse un grant, c'est que les applications sont pas bonnes. Enfin, les subventions, je vais parler, non, les soumissions, on va parler en soumission. Les soumissions sont pas bonnes parce que quand tu arrives sur la page de grant, les gens se disent, ah tiens, il y a que 2 lignes, bah je vais mettre que 2 lignes. Alors qu'en fait, plus vous mettez de choses, plus ça va être intéressant pour nous de comprendre l'ambition. D'avoir de la matière et de juger justement si ça fait sens ou pas. Ouais. Plus on a de détails, moins on se pose de questions. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, bah ok, moi je vais juste remplir vite fait, et puis je vais demander 10 000 balles, et puis ça passe. Sauf que ça passe pas. Et il y a aussi, petit truc intéressant, c'est qu'il y a des demandes un petit peu génériques, où les gens, ils font une demande de grant, et en fait, ils changent juste le terme Solana par Aptos, Sui, Polygon, et ils l'envoient à toutes les blockchains. Et nous, on n'est pas du tout fermé au projet multi-chain. En fait, au contraire, si vous arrivez à être un public good sur Solana et être un public good sur Polygon, c'est très bien. Tant que vous nous apportez la valeur qu'on recherche, c'est très bien. Sauf qu'il y a des gens, ils se disent, bon, bah, ok, je vais envoyer la même chose. Sauf que, bah, Polygon, ils recherchent pas du tout la même chose que nous, ou en fait, on n'est pas du tout dans la même vision. Effort, quoi. Voilà, les zéro effort, il y a ça. Et parfois, il y en a qui demandent beaucoup. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles je refuse. Mais je pense que la moitié, c'est parce que les soumissions sont pas bonnes. Quali, quoi. Ouais, les choix des mots sont pas très bons. Et pourtant, parfois, on trouve des projets qui sont intéressants. Petite anecdote, parce que je suis pas parfait du tout quand je fais les trucs. Il y a des gens, ils sont très très bons sur les projets, ils construisent des projets de fou. Par contre, pour faire une soumission, ils sont nuls. Et heureusement qu'il y en a certains qui reviennent me voir et qui me disent, ouais, bah, pourquoi on a été refusé? Et je leur dis ça. Ils me disent, bah, on peut aller en call, comme ça, on vous explique. Je fais, vas-y, bah, go. De toute façon, même si c'est en dehors de mon contrat, je le fais parce que, bah, mon but, c'est vraiment d'apporter de la valeur, donc c'est ça. Et en fait, je fais, ah, ok, là, j'ai compris. Là, c'est mieux. Et en fait, il aurait fallu l'expliquer comme ça. Et ils refont une soumission, et ensuite, là, ça passe. Et il y en a quelques-uns qui sont arrivés, qui ont demandé, qui ont été refusés, et qui ensuite ont été acceptés derrière parce que ils ont amélioré leur soumission, leur dossier. Voilà, un petit peu. Je pense que c'est un peu... C'est toujours cette question de à quel point il faut du marketing en plus de la tech, quoi. Parce que souvent t'as des gens qui sont très bons en tech, qui savent très bien dev, mais qui ont du mal à mettre en avant ce qu'ils créent en fait. Et pourtant il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. En travaillant à la fondation et en étant directement en contact avec les builders, est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux et que nous on voit pas forcément, par exemple des projets que toi t'affectionnes particulièrement ou des trends, des catégories de projets que t'aimes particulièrement et que tu vois bien se développer sur le cycle à venir? Ouais, il y a un truc qui est vraiment super intéressant. Il y a 2 choses entre les projets que je reçois dans les grants, dans les dossiers. Il y en a beaucoup qui se posent sur les infrastructures en essayant de développer des nouveautés. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que à voir comment ça fonctionne dans le prochain cycle. Pour moi, on passe vraiment dans un nouveau cycle. Ça me permet en même temps, si ça te va, de parler un petit peu d'un autre sujet en même temps, de par exemple de la DeFi 2.0. On va être honnête, il y a quelques mois, il y a 1 an, Solana, niveau DeFi, c'était pas fou. Et au niveau art aussi, on n'était pas fou. Mais là, on voit ces 2 domaines qui sont surtout l'art sur ETH, qui sont hyper intéressants, qui se développent de plus en plus. On est en train de grandir. Et niveau infrastructure, on est en train de développer des choses qui sont impossibles ailleurs. Et nous, on a un slogan. On dit Only possible on Solana, OPOS. Et c'est des choses qui sont seulement possibles sur notre blockchain dû à l'infrastructure qu'on a. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense personnellement qu'on passe dans une nouvelle façon de faire sur Sol. On se professionnalise plus. On a des vrais projets qui sont faciles d'utilisation. Et on s'écarte un petit peu de ce domaine un peu immature où en fait on disait aux gens, bah, je vais faire un projet, donnez-moi un grant, et en même temps je vais faire un projet NFT, comme ça j'ai les funds, et derrière je lève des fonds. Bon, les gars, vous avez besoin de combien pour faire un projet? Mais je pense qu'on est en train de shift vers ce domaine-là. Et c'est super intéressant parce que, petite anecdote, j'ai fait un petit workshop à un event NFT. D'ailleurs, c'était NFT Biarritz en août, je crois. Ouais, c'était en août. Et j'avais fait ce petit truc où je me suis dit, tiens, je suis le seul mec de Sol qui va aller parler là-bas. On va faire un petit workshop. Je suis sûr même quasiment d'être le seul mec de Sol qui est allé là-bas. Je fais un petit workshop. En fait, je vais faire en sorte que les gens utilisent la blockchain Solana en moins de 30 secondes.
Et le petit workshop, je parlais des compressed NFTs, où en fait, tu peux mint 1 million de NFT pour $50, ce qui est vraiment pas cher, surtout si t'as un projet NFT. Et je leur disais, vous téléchargez cette application, c'était une application Vault Music. Pendant ce temps, je vous explique les compressed NFTs, je leur montre comment ça marche, les use cases qui peuvent être super intéressantes. Et à la fin, je vous montre un QR code. Ils sont arrivés, ils ont téléchargé l'application, ils sont connectés avec Google ou Apple sur l'application. Et derrière, ils ont scanné le QR code, et ils ont mint un NFT en 30 secondes. Ils étaient en mode, ça, en fait, c'est cool. Et j'ai pas besoin de créer un wallet, j'ai pas besoin d'avoir des trucs, j'ai pas besoin de tout ça. Et je me dis, si les projets vont vers cette direction-là, il y en a beaucoup qui vont vers cette direction-là, on n'aura pas que des gens de TH ou de Polygon ou d'ailleurs qui vont venir chez nous, mais aussi des nouveaux entrants, on va quoi. dire. La grosse population qui vont se dire, tiens, je peux utiliser une application sans avoir à créer un wallet ou comprendre ce que c'est qu'une seed phrase. Là, il faut qu'ils trouvent leur intérêt d'une certaine manière. Donc, il faut qu'ils trouvent des projets qui leur parlent. Et qui s'intéressent. Mais moi, j'ai été assez surpris par une chose, parce qu'en fait, moi, en gros, je m'étais beaucoup intéressé à Solana de mémoire autour de 2021, 2022. Ensuite, j'ai fait un peu une pause en 2023, entre guillemets. Et du coup, personnellement, je pense qu'il va y avoir pas mal d'airdrops en ce moment sur la chaîne. Je pense qu'on a une belle croissance et une belle poussée du jeton Sol lui-même. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont en profiter pour lancer leurs jetons, pour se développer, pour créer des choses, créer davantage de choses, essayer d'innover. Et je pense que en cours de route, évidemment, il y a pas mal de projets qui n'ont pas encore de jetons et qui sont assez adoptés, qui vont lancer leurs jetons. Donc je me suis dit, ok, je vais me remettre en selle sur Solana, je vais retester plein de choses. Et puis en cours de route, si ça me permet de farmer des airdrops, c'est cool, tu vois. Et en vrai, je me suis rendu compte à quel point, déjà, c'était rapide. Ça m'a choqué. Et à quel point, c'était facile, en fait, tu vois, parce que, je sais pas, en fait, quand j'utilisais Drift, ou quand j'utilisais Solend, ou MarginFi, ou même que j'avais mon liquid staking avec Jito, etc. Enfin, genre, tout était plutôt fluide, tout était rapide. J'ai l'impression de jamais payer de frais. Genre, les confirmations, elles étaient instantes. Enfin, ça m'a choqué parce que ça faisait un bon moment, j'avais pas mis les pieds dessus. Et je me suis dit, mais attends, en vrai, c'est pas si dégueu que ça, parce qu'en fait, moi, le moment où je suis arrivé dessus, c'était au moment où il y avait Raydium, les tout débuts de Raydium, où il y avait un APR de 180%, je crois, je sais plus si c'était sur le Sol ou sur le Raydium, enfin bref, des chiffres délirants. Ensuite, j'ai fait une vidéo et tout le monde s'y est mis, en francophonie, mais même au-delà de ça, évidemment, je suis pas la cause de ça, hein, si jamais. Et derrière, tout a pété, les rendements ont baissé, etc. Et surtout, on a eu pas mal de projets douteux de la part de FTX sur Solana, parce que je pense qu'ils étaient plutôt money-driven plutôt que tech-driven. Ouais. Donc, et là, j'ai l'impression que, tu vois, il y a moins de ça. Il y a moins de ça, j'ai l'impression qu'on a un petit peu fait une sorte de filtre, qu'on a un petit peu purifié l'écosystème d'une certaine manière. Alors, ça évitera pas d'avoir des scams de temps en temps, ça évitera pas d'avoir des soucis de tech de temps en temps, mais je trouve que ça va plutôt dans la bonne direction. Et en parlant de soucis, beaucoup de gens mettent en avant le fait qu'il y ait des pannes sur Solana. En tout cas, j'ai posé la question sur Twitter de quelle question vous voulez que je pose à quelqu'un qui travaille chez Solana, pour faire un raccourci, hein, évidemment, puisque je travaille à la fondation. Et on parle sans cesse de dépannes sur Solana. Je vois énormément de FUD autour de ça sur Solana. Est-ce que tu peux peut-être expliquer toi ce que tu vois et un petit peu démystifier certaines parties? Alors, est-ce qu'il y a tant de pannes que ça? Est-ce qu'elles ont été graves? Qu'est-ce qui a été mis en place pour les résoudre? Et est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres pannes dans le futur? Alors, petit disclaimer, je vais être honnête du début à la fin. Quand on regarde au total les pannes qu'il y a eu sur Solana, les pannes majeures, il y en a pas tant que ça. Et en fait, il y a un truc qu'il faut regarder quand on va dans les détails, c'est qu'elles sont toutes différentes. Elles viennent tous d'une raison différente parce que c'est des choses qu'on n'a pas anticipées. Il y a eu, par exemple, un mint qui a été tellement hype qu'il a down la chaîne. Voilà, des choses comme ça. Il y a eu des attaques des DOS, il y a eu des problèmes de software, il y a eu pas mal de petits soucis comme ça. Mais en fait, elles sont graves si il y avait une grosse population qui l'utilisait. Parce que tu vois, par exemple, si tu utilises, je sais pas, une application décentralisée de trading, que t'es en effet de levier et que la chaîne elle down. Ouais. C'est chiant. Bah voilà, il y a ça c'est des choses qui sont chiantes parce que ça a duré que quelques heures
celles qui durent plus longtemps sont vraiment désagréables, mais il y en a une qui, je pense, pour moi, était très grave. C'est celle où les transactions étaient envoyées en décalé. C'est-à-dire que celle que tu faisais à tel moment, par exemple, si tu achetais du sol au moment où il était à 40, c'était en décalé de plusieurs heures, c'était entre 2 et 6 heures. What? Si 6 heures après, il était à 50 ou à 30, t'avais pas du tout acheté au même prix que tu voulais. Okay. Et je pense que c'est le genre de chose qui a été grave. Mais depuis février de cette année, il y en a eu qu'une seule. On connaît pas du tout la cause. Elle a pas duré très longtemps. Et depuis, il y a eu zéro souci. Il y a eu vraiment, vraiment zéro souci. Il y a eu un souci hier avec le airdrop Pith. Mais en fait, ça a rien à voir avec Solana. Ça, c'est vraiment les RPC qui ont, sur certains projets qui ont pas fonctionné. Mais par contre, si vous aviez votre c'est propre pas lié à la RPC, chaîne, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà, si vous aviez votre propre RPC, ça fonctionnait correctement. C'est juste un blocage sur certains projets, mais depuis février, il y en a plus eu. Et je sais que c'est l'argument principal. Je sais que c'est les arguments principaux qu'on entend. Pour moi, faut l'entendre, c'est normal, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, quand t'as une chaîne et que t'as des pannes dessus, ça fait chier, quoi. Enfin, et ça remet un peu en cause la valeur la valeur que tu peux mettre dessus et à quel point tu peux t'investir dessus. Parce que si t'as un problème majeur et que, je sais pas, t'as du levier ou que tu t'empruntes de l'argent, tu prêtes de l'argent, t'as des fonds, enfin, ça remet en cause l'intégrité et la sécurisation de tes fonds d'une certaine manière au-delà de, juste, c'est pas cool, quoi. Non, je suis complètement d'accord. Au contraire, je suis complètement d'accord avec toi. Même moi, quand j'étais en utilisé, je me dis, à un moment, j'ai clairement dit aux gens autour de moi, j'ai dit, c'est normal, personne ne croit. On est en train d'utiliser la blockchain, on peut plus l'utiliser. Je sais plus ce que je veux dire. Ouais, il y a un truc, par contre, qui est marrant, c'est que dans les médias en général, pas tous, parce que forcément, il y a beaucoup de choses qui sont relayées, qui sont fausses. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire un test en mettant une fake news sur Twitter, sur Solana, et d'un seul coup, ça a été partagé partout, surtout par les gens de TH en particulier. Pourtant, j'en connais beaucoup. Et les gens aiment bien faire du drama sur Solana, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que tu veux dire. Je suis d'accord qu'on a des choses où on devrait se remettre en question, il y a des choses à améliorer, et j'ai toujours été là, moi, en tant que personne, pour dire que s'il y a des choses à améliorer, au contraire, envoyez-nous des feedbacks constructifs, utile, quoi. Qu'on améliore ça. Et il y a un truc, par exemple, le fait que c'était une des fake news aussi qui disait Sam, quand il voulait, il pouvait éteindre la blockchain. Mais pas du tout, en fait, il y a des choses comme ça, et ça a été relayé par des gros médias. Ouais, mais ça, c'était une grosse fake news, on est d'accord, ouais. Et genre, en fait, en gros, le problème, c'est que vu l'implication qu'avait SBF à ce moment-là, et que FTX et Alameda avaient, avec Solana, tu peux te poser la question, tu vois. Ouais, oui, mais... alors c'était faux, mais genre, pour une raison X ou Y, vu que c'était Solana ici, dans ce cas-ci, tu disais pas nécessairement c'est crédit, mais tu n'excluais pas que c'était possible, quoi. Mais le truc, c'est ça, c'est que, en fait, on en a pris plein la gueule pour certaines choses, pour des raisons valables, pour d'autres non. Et en fait, du coup, ça nous a donné cette image-là de, tiens, on est une blockchain de merde et on peut se foutre de leur gueule. Et un des trucs qui m'a récemment choqué, c'était un mec de Bankless, tu sais, il y a eu un mec de chez Bankless qui avait fait un tweet en disant que Solana c'était un peu de la merde pour des raisons, et un autre gars qui travaille chez Bankless qui a fait une vidéo en disant je suis allé à Breakpoint, c'était cool. Ouais, j'ai vu ce drama là. Et il y a des gens qui ont dit attends, ils ont déformé ses propos, tu vas là-bas. Ils étaient en mode ouais, parce que lui il allait uniquement à des conférences Ethereum de ce qu'il disait. Ouais. Et les gens lui ont attrapé sa veste parce qu'il est là à une conférence Solana. Je me dis mais on en est là, genre vraiment. En fait c'est ça où je me suis dit bon, quand même les gars, à la limite si vous voulez savoir pourquoi s'il y a des soucis ou quoi que ce soit, autant y aller, et s'ils trouvent des choses à dire négatives qui sont valables ou parce qu'il les a vues là-bas. Au moins il se renseigne, peut-être il y aura des trucs qui étaient aberrants et il en parlera, et peut-être qu'il y aura des choses bien, il en parlera. Ouais, c'est ça. Moi de ce que j'ai regardé de Bankless, parce que j'avais regardé à ce moment-là leur YouTube, etc. Et lui, il disait pas de choses négatives, il était plutôt optimiste même sur Solana de mémoire. Peut-être pour revenir vite fait sur les pannes, en soi, elles se sont toutes concentrées en 2022 en réalité. Quel a été le début un petit peu de ces ennuis-là, et comment est-ce que toi t'as perçu le travail en interne sur ce sujet-là, parce que c'est quand même un sujet majeur, je suppose, qui aussi a inquiété d'une certaine manière les gens qui travaillent à Solana Labs et à la Solana Foundation. Donc ouais. En fait, je sais que vu que c'était surtout sur le côté tech, c'était beaucoup Solana Labs qui était impliqué pour résoudre ces soucis, et la fondation elle était juste là
au cas où il fallait communiquer ou quelque chose comme ça. Et moi, à ce moment-là, bah, tu sais, je venais juste de commencer parce que ça a été surtout première moitié de 2022. Moi, j'ai rejoint en février et bah forcément, quand tu viens d'arriver, on va pas te mettre dans les petits papiers de qu'est-ce qui se passe, comment on va faire, etc. Donc moi, je l'ai vécu un peu du côté de la communauté. Je sais que ça m'attaquait un peu en mode bah ouais, mais il faut leur dire de faire quelque chose. Et je dis mais les gars, moi je gère juste les grants, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux que je fasse, genre? Tu veux que j'aille débloquer avec mes petits outils la blockchain, mais moi ça me saoulait à ce moment-là. Je disais bon les gars, enfin ça me saoulait le fait que ce soit en panne et la façon dont ça a été géré. En fait, le but c'était de trouver la raison, d'expliquer la raison et de faire en sorte que ça arrive jamais. Et pour l'instant, c'est une des choses qui a été réussie, c'est que ça a pas été chaque fois qu'il y a eu un souci comme ça a pas été refait. La seule fois où on n'a pas eu de raison, c'était bah la seule fois dans cette année-là, en février. Sinon, on n'a pas eu deux fois le même souci. On parlait des narratives. Il y a forcément un sujet qui me vient en tête quand on parle de narrative sur Solana. Bon, évidemment, il y a le prix qui aide à construire des narratives, hein, mais je pense... Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Spécifiquement à Firedancer, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, expliquer dans des mots très simples ce que c'est et quel impact ça pourrait avoir tout simplement sur Solana? Bah en fait, Firedancer là, ils vont sortir de leur bêta, donc c'est un autre client validateur qui va permettre d'avoir beaucoup plus de transactions par seconde. C'est estimé, c'est une estimation, hein, à 1 million de transactions par seconde, donc ce qui est énorme. Pour l'instant, on parle... En fait, il y a les transactions par seconde et il y a les vraies transactions par seconde. Pour l'instant, Solana, là, ces derniers jours, même avec les soucis de RPC, on est quand même à 700 TPS, de vrais TPS. Sinon, on a plus de 3000 en TPS, mais bon. Ouais, la fois que j'ai checké, on était entre 350 et 500 à peu près. Mais en gros, t'as beaucoup de transactions qui sont pour le consensus ou qui sont pour, enfin, qui sont pas des transactions pour échanger de la valeur, mais plus de l'information, de ce que je comprends. C'est ça, il y en a. En fait, t'as pour ces transactions avec des mots simples, qui ne font pas d'échange de valeur, on est à plus de 3000 TPS. Mais bon, c'est des votes. Alors que les vraies transactions, c'est comme tu dis, c'est vraiment, on est sur des petits jours à 350 et on est à plus de 500, enfin, entre 500 et 700 maximum, on était monté 700 et quelques, pour des vraies transactions d'échange de valeur. Tu vois. Donc, Firedancer est là pour ramener cette narrative de, tiens, on va pouvoir utiliser cette blockchain pour les paiements, parce qu'en fait, bah, il y a Visa derrière, et Visa, c'est des milliers, des millions de TPS par jour. Donc, on se dit, bah, comment on va faire? Impossible d'utiliser cette blockchain si on veut 6 milliards de personnes qui font un paiement par seconde. Et au final, Firedancer va amener ça petit à petit. Le but, c'est que Firedancer amène cet espace où on peut faire autant de TPS qu'on veut. Et eux, pendant qu'on est suffisamment large et qu'on améliore la blockchain, ils continuent à améliorer le nombre de TPS sur Firedancer et d'apporter cette scalabilité. Ça permet de voir venir, quoi. Ouais, en fait, ça permet d'avoir cette scalabilité sur Solana, en fait. Surtout les paiements et par rapport à l'utilisation de IRL de la blockchain. Peut-être pour revenir un petit peu sur l'écosystème, est-ce qu'il y a des projets qui, toi, te tiennent à cœur et que tu vois passer et qui te hype particulièrement? On n'a pas trop, enfin, je sais pas si tu peux en parler, enfin, d'une manière, tu peux avoir peut-être un avis biaisé, parce que je suppose que tu vois plein de projets passer avec les soumissions et les demandes de grants, et je suppose que jusqu'à maintenant, tu peux pas trop forcément exprimer tes opinions personnelles intimes, mais est-ce qu'il y a des sujets ou en tout cas des projets, toi, que t'as vu passer et que t'aimes particulièrement et que peut-être les gens qui nous regardent pourraient aller diguer? Bah en fait, contrairement à ce que tu viens de dire, en fait, vu que c'est pas moi qui dis oui ou non pour donner l'argent, j'ai le droit de dire ouais, j'adore ce projet, parce que même les projets qui oui, mais peut-être pas publiquement, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ah si, je le fais quand même. Ok. Je le fais quand même, parce que même s'il y a des projets qui me hype pas, le but c'est de les aider à avoir la meilleure soumission, et je le fais de la même manière que les projets que j'aime. Donc au final, je peux aimer un projet de fou et à la fin ils ont pas le grant, tu vois. Et s'il y a des projets qui sont vraiment cool,
De toute façon, en ce moment, on parle beaucoup de Jupiter avec le airdrop qui va arriver. Jupiter, ça a été un swap depuis le début. Ils ont une interface qui est carrée de fou. Et là, ils ont lancé les futurs sur leur plateforme. Et c'est vraiment bien. Moi, j'avais pas fait de futur depuis FTX. Voilà. Et en fait, depuis qu'ils ont lancé les futurs, j'étais après Breakpoint, j'étais vraiment. C'est vraiment liquide parce que tu vois, moi, je suis allé sur Drift, donc qui est un peu le DYDX pour faire très simple de Solana. Et je me suis rendu compte en testant que il y avait que Solana, enfin la paire Solana USD qui était liquide. Et globalement sur BTC, si je rentre avec une size de 10 BTC, bon, je fume l'order book. Sur Ether, pareil. Même ils mettent en avant des paires qui sont disponibles en perp sur Drift, mais qui sont pas disponibles autrement. Je pense notamment à Rollbit, qui est disponible maintenant sur Hyperliquid, mais aussi Drift. Et genre l'order book est vide, quoi. Genre heureusement que j'ai pas pris une grosse position, sinon j'allais me faire bloquer. Donc est-ce que Jupiter est quand même très liquide sur les perps? Ouais, en fait, pour l'instant, j'ai pas du tout fait attention sur les différentes paires qu'il y a, mais moi, j'utilise que Sol. En fait, personnellement, je trade que sur Sol. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comment? Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Ouais. Et du coup, moi, en fait, ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment intelligent, c'est de sortir le JLP, donc leur token qui va être airdrop, et derrière de demander aux gens de mettre de la liquidité dans ce JLP. C'est capé. Au début, je crois que c'était $100,000. Je crois qu'ils ont augmenté. Et en fait, ça permet du coup d'avoir la liquidité sur les futurs des gens qui l'utilisent. Et du coup, en fait, il y a vraiment. C'est pas encore dispo du coup le JLP, si. Je sais pas si on peut l'avoir en token. Je crois qu'on peut. En fait, je crois qu'on peut déjà en avoir, mais je crois qu'on peut pas l'avoir. Enfin, on peut pas l'avoir. On peut pas en posséder. Je crois que tu peux déjà en gagner, mais pas en posséder. Ok, genre en mode peut-être ils t'en donneront par la suite, mais pour l'instant, genre c'est un peu des jetons virtuels que tu peux pas claim, quoi. Je crois que c'est ça. Je suis désolé, j'ai pas dit que ce côté-là du futur de Jupiter, mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Et je sais que il y avait une bonne API, il y avait 180 ou 200%. Donc il y a des gens qui ont vraiment posé pas mal. Et Jupiter pour l'instant, niveau DeFi, il y a ça qui est intéressant. Il y a Camino 2.0 qui vient de sortir avec les Vaults. C'est en gros ces différentes paires que tu peux, en fait, eux ils créent des vaults par-dessus des paires que tu décides, et après c'est les utilisateurs qui ramènent la liquidité. Donc comme tu disais, par exemple si tu veux du Rollbit USDC ou du Rollbit BTC carrément, tu peux créer ces vaults s'ils sont disponibles sur Camino. Et après par contre la liquidité qui est dedans, c'est par rapport aux utilisateurs. Donc il y a cet incentive de dire tiens, j'ai une bonne paire qui fait une API de 200, je vais la partager sur Twitter, les gens vont venir mettre dedans. Par exemple, récemment, c'est BonkUSDC qui a fait un truc. Mais d'où vient le rendement? Genre, d'où vient ce que les gens gagnent en mettant de l'argent dans ce vault, par exemple? En fait, le vault, il est positionné par rapport à d'autres projets comme Orca ou Radium qui ont leur propre pool de liquidité. En fait, par rapport à leur. En gros, toi, tu mets à disposition de la liquidité qui est utilisée un peu à gauche, à droite, quoi. Voilà, c'est ça, avec Camino. Et voilà, pour de la DeFi, bon, il y a MarginFi, il y a Jito. Ça, c'est les gros projets de DeFi. Moi, ce qui me hype un petit peu dans le gaming, mais ça, de toute façon, tu le sais depuis longtemps, c'est Aurori. Aurori, au début, qui avait fait énormément de bruit, qui ensuite s'est fait taper dessus parce que ça prenait trop de temps pour sortir certaines choses. Le PVP sortir, il y a eu un peu de bruit. Ensuite, ça s'est un peu calmé. Surtout à cause du prix du token, qui a fait que de chuter. Ouais. Et là, on revoit un prix de token qui a fait un x3 parce que le mode aventure est sorti en bêta privée, et beaucoup de gens sont retournés jouer dessus, des gros gamers de TH Polygon qui sont allés jouer dessus aussi. Donc on voit un regain sur justement Aurori sur Solana, et Aurori qui avait fait aussi qui avait fait du cross-chain, du multi-chain ou du cross-chain sur Arbitrum. Donc en fait, vous pouvez jouer sur différentes blockchains et qui s'arrêtent pas juste là. Donc on voit, on a un vrai jeu avec Aurori. C'est le plus gros projet gaming en soi sur Solana, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont indispensables ou très connus aussi à tes yeux? En fait, c'est le plus gros qui est abouti. Parce qu'on a Star Atlas. Star Atlas, pour l'instant, il n'y a que le jeu de course. Mais Aurori a vraiment le jeu de combat, le PVP, c'est-à-dire que vous pouvez lancer du PVP, il y a du stacking, il y a du mode aventure, il y a le mode blitz, et il y a encore plein de petits trucs à droite à gauche. Puis t'as du jeton, t'as des NFT, c'est très complet, quoi. Donc, ouais, au niveau des NFT, moi j'ai déjà un compte avec pas mal de collectibles et des trucs un petit peu rares. J'ai des skins, j'ai des personnages. Enfin, le jeu est déjà très bien pour un jeu Web3, voire excellent quand tu compares aux autres, tu vois. Et honnêtement, là, avec le mode aventure, il y a pas mal de gens qui streament dessus, qui ont du fun dessus. Donc niveau gaming, il y a ça. Niveau NFT, il y a eu une hype avec
Backpack, enfin avec les Mad Lads de Backpack qui ont leur exchange, leur décentralisé. Et on a Clénosaur qui ont sorti des petites peluches, qui ont fait des teasers animés. Ça, je trouve, j'en ai pas parce que c'est pas mon type d'investissement, mais par contre, c'est vraiment un projet que je kiffe de fou parce que graphiquement et tout, c'est quali. J'ai bien aimé leur marketing et tout. Ça me fait un peu penser c'est quoi, aux Pudgy Penguins aussi sur Ethereum qui ont aussi fait ça, qui sont arrivés chez, Walmart aussi aux US. Donc Clénosaur, j'ai trouvé ça plutôt stylé. J'ai vu qu'il y avait aussi un drama autour de Sol Casino, qui est une sorte de casino Web3 crypto bâti sur Solana, qui a eu qui a vu le prix de ses NFT s'effondrer et pas mal de trucs se casser la gueule parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions, même si le projet avait beaucoup de succès et qui est un top projet d'un point de vue intérêt sur les NFT et utilisation aussi en termes de gambling. Peut-être encore 2-3 projets qui toi te tiennent à cœur, qui sont peut-être un peu plus underground. J'avais pris des notes. Mais il y a un truc qui est super cool pour les gens qui viennent d'arriver sur Sol et qui ont envie d'avoir des NFT sans dépenser. Il y a Drip qui utilise les compressed NFTs. Donc en fait, même un truc en petite parenthèse, quasiment tous les projets passent sur les compressed NFTs parce qu'en fait, tu fais de l'acquisition d'utilisateurs en leur payant les fees de mint de NFT, parce qu'avant c'était un peu cher pour avoir 10 000 utilisateurs. Mais aujourd'hui, par exemple, Drip, ça envoie entre 500 000 et 1 million de NFT par semaine, et c'est eux qui payent les frais pour que tu reçoives les NFT. C'est des collaborations avec des artistes, avec des petits projets. Tu pouvais avoir des génopètes pour jouer au jeu aussi gratuitement en étant juste inscrit sur le site. Par exemple, tu as juste besoin d'un petit code, tu peux demander sur Twitter, tout le monde va t'en donner. Et chaque jour, par rapport aux artistes auxquels t'es inscrit ou aux projets auxquels t'es inscrit, tu reçois un NFT tous les jours gratuitement. Ok. Ça, c'est cool. Et tu peux avoir des petits trucs d'artistes. Je connaissais pas du tout. C'est vraiment, vraiment cool. Moi, je suis dessus depuis le tout début. Et après, t'as des petites incentives de gamification où il faut collectionner un petit peu tous les trucs de cet artiste, et t'as des rewards à la fin de la saison. Là, la saison 3 va commencer. Donc, n'hésitez pas à aller checker Drip. Franchement, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien. Et c'est gratuit, en fait. C'est ça qui est cool. C'est que c'est gratuit. Et peut-être. Non, je pensais au dernier truc, mais. Juste, désolé de t'avoir coupé, mais plus sur un axe farming d'airdrop. Si toi, tu devais farmer des airdrops et des projets ou en tout cas, si tu devais regarder des projets qui sont assez adoptés, qui sont populaires et qui n'ont pas de jetons, toi, tu penserais auquel? Bah, le truc, c'est que moi, je farm sans faire exprès, donc parce que j'utilise la blockchain tous les jours. Donc il y avait PIS qui est passé hier. Il y a le airdrop Jupiter. Donc si vous êtes sur Sol et que vous avez fait beaucoup de transactions, vous pouvez regarder votre tailleur. Donc tailleur 1 c'est au-dessus de 1 million, tailleur 2 au-dessus de 100 000, tailleur 3 au-dessus de 10 000 et tailleur 4 au-dessus de 2 000 ou 1 000. Et vous avez un airdrop garanti. Et ensuite, je pense qu'il faudra aller fermer des points sur des projets comme MarginFi, Jito, je crois, qui vont faire un truc genre, ils arrêtent pas d'en parler depuis longtemps, enfin depuis un moment. Et Camino 2.0 qui va sortir le système de points. Donc je pense que c'est la vraie vague de DeFi 2.0, elle arrive. Moi, si j'étais vous et que j'étais dans la DeFi, j'irais me diversifier partout. En termes de rendement, Camino c'est le plus intéressant. En termes de DeFi pur et dur, allez voir par vous-même entre Jito, MarginFi ou les petits projets classiques qui sont là. Voilà, au niveau airdrop, sinon j'en ai pas plus parce que je suis pas un gros farmer de airdrop. Mais si jamais j'en vois, je te les enverrai, comme ça tu pourras les partager, mais j'en ai pas tant que ça là pour l'instant. Ça marche. Bon bah écoute, c'était un plaisir de te recevoir et de parler de plein de sujets et de tout ce qui gravite autour de Solana. Peut-être un petit mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose en tête que tu aimerais partager avec les personnes qui sont restées jusqu'au bout, peut-être mettre en lumière, je sais pas, une réflexion que tu as sur l'écosystème en général ou sur Solana ou un petit mot de la fin. Bah moi je trouve qu'on est devenu beaucoup plus mature et qu'on avance dans le bon sens, surtout au niveau professionnel en tant que business principalement. Bah le business va amener l'adoption et surtout au niveau des projets, on a énormément de choses à faire. En tant que builder, si vous êtes un builder, vous avez le choix de faire ce que vous voulez en fait. Avec la blockchain, c'est super facile de créer quelque chose. Et sinon d'un point de vue personnel, moi je suis hyper ouvert à la discussion. Donc les gens qui ont des questions, qui ont besoin de savoir, qui sont intéressés par des sujets en particulier sur Solana, ou même ceux qui veulent demander un grant, qui hésitent ou quoi que ce soit, bah n'hésitez pas à me demander directement. Je vous aiderai à vous démerder au maximum sur la blockchain
avec grand plaisir. C'est ce que je fais tous les jours, donc autant continuer avec tes viewers. De toute façon, je mettrai ton Twitter directement et les liens pour te contacter si jamais ça intéresse certains en description. Voilà, merci beaucoup d'être passé. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir un petit peu des insights à ce niveau-là. Je devrais aussi recevoir Austin, qui est Head of Strategy et qui était Head of Communications, donc de Solana, Solana Foundation, qui devrait être aussi assez intéressant. Ça devrait arriver dans les 2-3 prochaines semaines. Donc, je pense qu'il ira aussi te compléter peut-être sur des sujets un petit peu plus techniques. Ouais. Et donc voilà, en ce moment on parle un petit peu de Solana sur la chaîne, donc ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Et j'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. C'était Picsou, c'était Kuga. Tchuss. Merci, au revoir. Hop, nickel. Bah, c'était